Financement et développement des infrastructures en Afrique de l'Ouest, l'espace UEMOA en particulier, c'est le sujet du présent numéro d'éclairage. Mesdames, Messieurs, et pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau Monsieur Koubé Terzier Constantin Dabiré. Il est expert comptable et auteur d'un livre sur le PPP, le partenariat public-privé comme alternative au financement des infrastructures publiques performantes. Mythe ou réalité, c'est justement le titre de l'ouvrage qui vient d'être publié à la suite de la soutenance de l'auteur pour le Doctorate in Business Administration. Installez-vous confortablement, c'est parti pour 26 minutes d'émission. Bienvenue à tous. Bienvenue, Monsieur Dabiré. Bonjour, Madame Yoda, et merci de me recevoir sur votre plateau. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. On va commencer par les généralités. Le PPP, le partenariat public-privé, qu'est-ce que c'est? Merci. Je dirais que le PPP est une entente contractuelle entre des parties privées et publiques en vue de la réalisation, de l'exploitation, du financement, de la conception ou de la maintenance d'infrastructures d'intérêt général ou d'utilité publique et j'irai au-delà, performantes, en vue de fournir des services à des usagers comme vous et moi. Pourquoi ce partenariat public-privé? Pourquoi ce partenariat public-privé? Je dirais que depuis un certain temps, vous verrez que nous sommes confrontés, les États sont confrontés à la raréfaction des ressources publiques, compétitives, concessionnelles, pour réaliser des infrastructures. Et au même moment, quand vous regardez la population mondiale, surtout la population africaine, vous verrez qu'elle a un taux de croissance, comme j'aime le dire, exponentiel, qui va vraiment de façon exponentielle. Donc cela pose en réalité la question du financement des besoins des populations, notamment en termes d'investissement pour pouvoir satisfaire notamment les besoins de base. Pour ce faire, je dirais que plusieurs propositions, solutions ont été préconisées à travers le monde, notamment par les bailleurs de fonds internationaux, en vue de permettre justement aux États à travers le monde, et notamment aux États africains, de pouvoir pourvoir à ces besoins des populations. Pour ce faire, les partenariats publics-privés ont été recommandés comme une solution alternative parmi tant d'autres, en vue justement de pouvoir réaliser des infrastructures publiques d'utilité publique ou d'intérêt général, pour satisfaire des usagers comme vous et moi. Parce que les États africains notamment n'ont pas assez de moyens pour financer ces infrastructures-là. Je dirais de façon générale, les États à travers le monde commencent à avoir des difficultés à financer ces infrastructures. Et en Afrique, la situation est d'autant plus cruciale compte tenu de ce que vous savez. Et vous voyez que généralement dans nos pays, tout est pressant, tout est urgent. Et regardez un peu l'état des écoles, regardez un peu l'état de nos hôpitaux, regardez de façon générale l'état de nos infrastructures. Vous verrez que ces infrastructures sont soit en manque, soit dans des situations délabrées. Ce qui donc va nécessiter la mise en place de politiques publiques en vue justement de pouvoir construire, de pouvoir maintenir ces infrastructures dans des conditions, je dirais, entre guillemets, humaines pour un bon usage par les usagers que nous sommes, vous et moi. Et donc les PPP sont en vogue actuellement, comme vous l'avez dit, ils sont expérimentés dans plusieurs pays. Forcément, il y a différents types. Comment ça se ficelle tout ça? Comment ça se met en place? Lorsque vous dites qu'ils sont expérimentés dans plusieurs pays, mais il faut dire que ce concept, en réalité, il date de très longtemps. Hein. C'est un concept qui date depuis les 100 ans, depuis les années 1700, je dirais pratiquement. C'est vrai que ça a commencé en Europe. Il n'y a pas longtemps. Sous nos cieux, quand même, hein, depuis les indépendances, vous avez des PPP, mais disons que c'est aux alentours des années 2000 que les États africains, notamment quand je prends un peu les pays de l'UEMOA, que le Sénégal, qui fut le leader en la matière, a commencé à mettre en place des textes pour pouvoir encadrer l'activité des partenariats publics-privés. Ensuite, à la Côte d'Ivoire, aux alentours des années 2010, après la réélection du président, l'élection, pas la réélection, du président ivoirien, qui a également songé à la mise en place de cette stratégie des PPP en vue de pouvoir doter la Côte d'Ivoire
d'infrastructures, je dirais, performantes, d'infrastructures d'utilité publique. Et par la suite, de façon générale, dans les différents pays de l'UEMOA, les réflexions ont commencé à poindre à l'horizon, notamment sous le leadership de la BOAD et de l'UEMOA, pour pouvoir formaliser le cadre dédié à ces partenariats publics-privés, en vue, je dirais, surtout de drainer vers ces pays des ressources, en vue d'attirer des investisseurs institutionnels qui viendraient donc investir et aider donc les États à réaliser leurs politiques publiques. On va revenir sur ces investissements, mais dans votre ouvrage, vous parlez des PPP comme alternative au financement des infrastructures publiques performantes. À quoi faites-vous allusion quand vous parlez d'infrastructures publiques performantes? Merci. Et publiques performantes, parce que le partenariat public-privé, tel que je l'ai dit, met en relation trois types de partenaires. Vous avez la partie publique, l'État, qui, dans le cadre de sa politique publique, a envie, a besoin de mettre en place des infrastructures. Ensuite, et ces infrastructures, justement, l'État qui voudrait les mettre en œuvre vise des objectifs. Réalisation de ces infrastructures dans le temps, dont respect des délais. Réalisation de ces infrastructures à des coûts compétitifs, donc respect du critère de coût. Et la recherche d'un partenaire privé qui a la capacité de fournir ces services, qui a l'expérience nécessaire. Là, c'est vraiment l'objectif du partenaire public. Le partenaire privé qui arrive, qui veut investir, il veut s'assurer qu'il pourra réaliser ses investissements et surtout réaliser des retours sur investissement, rentabiliser, comme vous le dites, ces investissements. Il veut également s'assurer qu'il pourra travailler dans un climat paisible et que ces investissements seront sécurisés. Tel est l'objectif du partenaire privé. Mais l'usager comme vous et moi, qui bénéficie de ces infrastructures, son souhait est d'avoir des infrastructures accessibles, disponibles, de bonne qualité, fonctionnelles et à des prix intéressants et des infrastructures qui vont contribuer à améliorer ses conditions de vie. Ce disant, à travers les PPP également, vous avez la lutte contre la pauvreté. Donc, il faudra en ce moment essayer de prendre en compte, je dirais, tous ces desiderata de ces différentes parties prenantes qui se retrouvent à travers le partenariat public-privé. Raison pour laquelle, lorsqu'un État décide de faire un partenariat public-privé, ou lorsque des parties décident d'aller en partenariat public-privé, il s'y est de prendre en compte les besoins, les desiderata de ces différentes parties prenantes, mais surtout de viser justement la performance. Et cette performance, elle s'apprécie au travers des différentes parties. La performance au niveau du privé, la performance au niveau du public et la performance au niveau de l'usager. Et ce qui fait que justement, les partenariats publics-privés sont assez complexes dans leur mise en œuvre. La performance au niveau du public, ça suppose que le privé, du privé, la performance au niveau du privé, je veux dire, ça suppose que le privé réponde aux critères d'attribution des marchés. Pour le privé, la performance, c'est pas seulement répondre aux critères d'attribution du marché, c'est de pouvoir rentabiliser l'investissement qu'il va réaliser. Le privé, il vit sur la base de ses activités. Il doit donc pouvoir rentabiliser ses activités. Quand vous l'appelez pour réaliser un hôpital, pour exploiter un hôpital, il vous dira, effectivement, votre proposition m'intéresse et je suis sûr qu'à travers le contrat que vous me confiez, je serai en mesure de dégager un profit. Ça, c'est normal. Le privé vit de profit. BF1, c'est une entreprise privée, elle vit de profit. Si elle n'était pas profitable, elle allait disparaître. Donc le privé qui vient également dans le partenariat public-privé, il va viser le profit. Et un partenariat public-privé qui n'est pas profitable au privé n'en est pas un. À défaut, la partie publique, et justement, cela fait partie un peu des débats au niveau des partenariats public-privé, la partie publique se verrait dans l'obligation de verser des indemnités de compensation pour pouvoir permettre au privé de rentrer dans sa mise. Et justement, cette question des indemnités de compensation, elle pose quelquefois problème. Elle suscite beaucoup de débats à travers le monde. Et donc, quand vous diront que faut-il encore verser une indemnité au privé qui vient pour exploiter une infrastructure,
Quel est le profil de ces privés-là? Parce que, à vous entendre parler, ce n'est pas donné à n'importe qui de participer à ce partenariat-là, en tant que privé. Oui, c'est vrai. Et le privé qui y vient doit jouir d'une expérience avérée dans le domaine requis. Quand je dis domaine requis, parce que c'est très vaste les partenaires publics-privés. Dans pratiquement tous les secteurs d'activité aujourd'hui, plus ou moins, je dis, on peut faire des partenariats publics-privés. Donc le privé qui vient dans un secteur d'activité bien donné pour faire un partenariat public-privé doit jouir d'une expérience avérée en la matière. Dans la construction des routes, par exemple. Bon, construction des routes, c'est compliqué. Prenons le cas de l'énergie, une centrale solaire. Un privé qui a un contrat pour réaliser et exploiter une centrale solaire doit apporter la preuve de sa capacité à pouvoir construire la centrale, gérer la centrale, de sa capacité à pouvoir mobiliser autour de lui des bailleurs de fonds qui vont l'accompagner dans la mise en œuvre de la centrale, de sa capacité à pouvoir rendre l'énergie disponible suivant les modalités contractuelles. Donc, ce qui veut dire qu'il doit apporter la preuve d'expérience similaire de par le passé. Ça, c'est important. À ce niveau, on ne fait pas appel à un privé parce qu'il a juste la capacité financière ou parce qu'il s'appelle M. X. Non. On fait appel à quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de la notoriété, qui peut susciter la confiance de tous les partenaires qu'il va mobiliser autour de lui. Donc, il peut faire aboutir un projet, une vision. Là, ça, c'est important. Y a-t-il assez de privés qui répondent à ces conditions-là sous nos cieux? À travers le monde, oui, généralement, il y a des privés qui répondent à ces conditions. C'est vrai que dans nos entreprises nationales. Vous parlez de nos entreprises nationales? Oui. Tout dépend des secteurs d'activité. Tout dépend des secteurs d'activité. Quand vous prenez, par exemple, le secteur de la santé, dans lequel, c'est vrai, vous avez, pas au Burkina, mais dans d'autres pays, des PPP, et qui est un secteur assez complexe, très complexe. D'ailleurs, dans ce secteur, on a enregistré beaucoup d'échecs en matière de PPP, ça se comprend. Quand vous prenez ce secteur, par exemple, il faudrait que ce soit un privé qui a l'habitude d'exploiter des infrastructures hospitalières. Ça, c'est important. Donc, il y a une certaine expérience en la matière. Prenons le cas du Burkina. Je ne sais pas si nous avons des privés vraiment qui maîtrisent ce domaine, qui sont en mesure d'exploiter des infrastructures hospitalières. Mais sans doute qu'en faisant des joint ventures, en faisant des partenariats avec d'autres privés internationaux, d'autres privés extérieurs, par exemple dans ce secteur, on pourrait faire des PPP. Parce que je pose la question parce que des voix s'étaient levées entre-temps concernant le Burkina Faso pour dénoncer le fait que des multinationales françaises s'accaparaient tous les marchés. La question est assez complexe, elle est assez complexe. Effectivement, je pense qu'au Sénégal aussi, à un moment donné, des voix s'étaient élevées pour dire que des multinationales s'accaparaient tous les marchés. Même en Chine, quelquefois, vous avez des voix qui s'élèvent pour dire que des multinationales accaparent des marchés. De par le passé, c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation a changé en Chine. Quand vous allez en France, des voix s'élèvent aussi pour dire quelquefois que des multinationales s'accaparent des marchés. Bon, là, c'est normal, hein, je comprends un peu, c'est des questions d'intérêt. Mais de façon générale, je pense que depuis un certain temps, et au niveau du Burkina, il y a des échanges, des discussions entre le secteur public, donc le gouvernement, et le secteur privé, pour voir comment impliquer ce secteur privé dans la mise en œuvre des infrastructures, notamment dans la mise en œuvre des partenariats publics-privés. Et je pense que, si ma mémoire est bonne, en 2017, il y a eu un forum, gouvernement-secteur privé au Burkina, justement, pour réfléchir sur cette question, cette thématique, et voir comment placer le secteur privé au Burkinabé au cœur, justement, de ce concept de partenariat public-privé. Beaucoup de recommandations ont été faites et je pense qu'une commission a été mise en place justement pour pouvoir suivre ce processus. C'est vrai que la question est assez délicate. Pour des projets de taille moyenne ou bien des projets dans certains secteurs, effectivement, on peut trouver du privé au Burkina pour ce type d'infrastructure. Mais pour des projets assez complexes également, il faut réfléchir. Prenons le cas d'une infrastructure aéroportuaire. Ça peut être complexe quelquefois. Je ne remets pas en cause la capacité de nos privés, non. On a des privés sérieux, quand même, on a des Burkinabés qui sont un peu partout en Afrique, qui font du très bon travail. Mais je dis, c'est la question assez complexe. Et ce qui est d'autant plus complexe dans le partenariat public-privé, ce n'est pas seulement la capacité du privé à construire une infrastructure. On l'a vu tantôt. Mais il doit être en mesure de l'exploiter. Et l'exploitation requiert un autre savoir-faire, qui est différent de la
construction. Il doit être en mesure de pouvoir maintenir cette infrastructure. Là également, ça demande un autre savoir-faire. Donc, c'est dire que quand on parle de partenariat public-privé, il faut éviter de voir simplement la construction de l'infrastructure. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'on en parlait tantôt en off. Et la tendance aujourd'hui n'est plus de se focaliser sur l'infrastructure qui est construite, non. Mais la tendance aujourd'hui, c'est d'aller vers le service que fournit cette infrastructure. Et la base de la contractualisation, justement, se fait autour de ce service. Et c'est pourquoi je vous ai parlé tantôt de disponibilité du service, l'accessibilité du service, la fonctionnalité du service. C'est vers là qu'on tend aujourd'hui, ce n'est plus l'infrastructure en soi. Et depuis l'envol des PPP dans l'espace UEMOA, quel bilan est-ce qu'on peut faire? Des exemples de réussite? Depuis l'envol des PPP dans l'UEMOA, effectivement, nous avons fait une analyse, une étude sur un échantillon d'une trentaine de projets dans l'UEMOA. Nous avons constaté globalement un taux de succès de 76%. Mais cela se comprend parce que ces projets... C'est bon ou c'est pas assez? Non, c'est bon. Bon. De réalisation, quand même, 76%, c'est bon. Je dirais même très bon. Okay. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que ces projets ont été financés par des bailleurs de fonds internationaux. Ce qui veut dire que, quelque part, ces bailleurs de fonds ont été également impliqués dans les phases amont, ont accompagné les porteurs publics privés pour le ficelage, le montage de ces projets, pour la finalisation de toute la documentation autour de ces projets avant leur réalisation. Donc, vous avez cette expertise également des bailleurs de fonds qui a accompagné les porteurs de projets, il faut le dire. Et donc, on a 76% de taux de succès. Je pense que c'est bon, hein, et 76%. On a environ 6% de taux d'échec. Et qu'est-ce qui explique ces échecs-là? Et ces échecs s'expliquent par plusieurs facteurs. Mais bon, 6%, vous voyez, c'est faible. Hein, à la rigueur, on peut ne pas trop s'appesantir. Mais il y a quand même des difficultés dans la mise en œuvre des PPP. Oui, il y a des difficultés dans la mise en œuvre, on va y revenir. Les 6%, je dirais, c'est dû beaucoup plus à des remises en cause des contrats à un moment donné. Et le partenaire public qui décide à un moment donné de remettre en cause du contrat, eu égard soit à l'incapacité du privé à réaliser le contrat, ou égard à un changement de vision, un changement de politique de la part du partenaire public. Ça veut dire que le projet n'a pas été bien ficelé ou quoi? Ça n'a pas été bien ficelé, sans doute. Mais également, il y a la question de compréhension. Vous savez, généralement, dans un État, pas seulement en Afrique, mais même en Occident, on le voit un peu aux États-Unis avec l'arrivée du président Trump. Et chaque fois que vous avez un nouveau gouvernement, chaque fois que vous avez des élections présidentielles, chaque fois que vous avez un changement de vision politique, cela peut entraîner également un changement, et cela même entraîne le plus souvent, un changement dans la conduite des affaires, un changement de la mise en œuvre des contrats en cours. Bon, ça arrive, hein, ça fait partie de la vie des États, et cela peut avoir donc des impacts sur des projets. Revenant sur les difficultés, effectivement, il y a assez de difficultés, beaucoup de difficultés, quand on regarde un peu la trentaine de projets mis en œuvre autour des partenariats publics-privés. Beaucoup de difficultés. D'ailleurs, ce qui nous amène à nous poser la question, est-ce une mythe ou une réalité? Ces difficultés peuvent s'analyser comme suit. Vous l'avez dit tantôt, c'est vrai. Quelquefois, il y a la question même de la préparation des études. On a vu des cas où les études n'existaient pas, ou étaient mal faites, ou n'étaient pas assez complètes. C'est normal, et à travers le monde, on a toujours ce problème. Et ce manque de préparation des études a forcément un impact par la suite sur la réalisation, sur la mise en œuvre, sur les délais, sur le coût. Ça, c'est normal. Nous avons également le choix du partenaire. C'est des cas rares, mais on a également le choix. Et il y a eu des cas où le partenaire qui a été choisi n'avait pas forcément la compétence pour conduire le process. Et forcément, cela a un impact également sur la suite du projet et donc peut avoir un impact sur la performance du projet. Et quelquefois, nous avons également des problèmes au sein des différents partenaires que le partenaire privé mobilise autour de lui. Il y a eu un cas, par exemple, où à un moment donné, les banques sont décidées de partir pour des raisons diverses. Donc, il va sans dire que le partenaire privé qui avait été retenu, justement, aurait des problèmes pour pouvoir réaliser le projet. Et quand on parle de partenaire public-privé, ce n'est pas le partenaire qui est retenu forcément qui va réaliser l'infrastructure, on l'a vu. Généralement, il apporte la preuve qu'il a la capacité. Mais quelquefois, il va faire aussi des contrats, des sous-contrats avec plusieurs types d'entreprises, avec donc d'autres partenaires. On a vu des cas où, à un moment donné, les entreprises qui ont été mobilisées pour construire des infrastructures ont décidé de se retirer.
Donc, vous voyez, quelquefois, au niveau de la relation partenariale, vous avez des problèmes qui peuvent entacher par la suite la mise en œuvre de partenariats public-privé. Et nous mettons cela sur le compte un peu aussi des études, comme vous avez dit, c'est vrai. Si le partenaire privé qui vient doit mobiliser des partenariats, doit s'assurer que ceux-là qui mobilisent autour de lui ont la capacité, la volonté et partagent la même vision que lui avant de contractualiser avec eux. Donc, cela se pose. Vous avez aussi la question des contrats. C'est vrai, sur la trentaine, quelquefois qui sont mal ficelés. Mais cette question des contrats est très délicate. Très délicate. D'ailleurs, quand on voit la littérature sur les PPP à travers le monde, vous avez des auteurs qui vous diront que, effectivement, les PPP étant des contrats portant sur le très long terme, qu'il est tout à fait normal qu'à un moment donné, on veuille réviser le contenu des contrats pour les rendre plus flexibles. Vous avez des auteurs qui vous diront non, et on n'a pas à réviser le contrat. Une fois que les contrats sont signés, on doit aller jusqu'au bout. Bon, c'est vrai qu'à ce niveau, vous avez des débats à travers le monde, et ce qui fait que le sujet est intéressant. On a toujours des débats autour de ces questions-là. Donc, également, le problème du contrat se pose. Quelquefois, pour plusieurs raisons, on est obligé de revoir le contrat, de le revisiter, de faire des avenants au contrat. Cela, forcément, a un impact sur le coût, un impact sur le délai. Cela peut avoir un impact sur la performance du contrat. Nous avons parlé tantôt de l'effet du prince. Effet du prince, c'est-à-dire, moi, chef d'un gouvernement, je peux décider du jour au lendemain de mettre fin à un contrat. On l'a vu en France, quand Ségolène Royal était ministre de l'écologie. Ça peut se faire, oui, ça c'est permis. Mais cela a également des conséquences. Et cet effet du prince peut être dû à plusieurs facteurs. Changement d'un régime politique, d'un gouvernement qui a une autre vision. Et donc forcément, cela peut remettre en cause ces effets. On a vu également dans la zone UEMOA des difficultés liées, je dirais, à des sujets liés à l'instabilité politique, des guerres civiles. Et là également, c'est vrai que ça a des effets. Et tous ces facteurs ont forcément, in fine, un impact sur le coût, puisque suite à ces problèmes, on est obligé de réviser le coût à la hausse le plus souvent, un impact sur le délai. Et d'ailleurs, dans notre étude sur la trentaine de projets, nous avons constaté un dépassement du coût moyen unitaire de l'ordre de 10 milliards. Ça, c'est vraiment un très grand projet. Des dépassements de coûts d'environ 10 milliards, c'est beaucoup quand même. Et des dépassements également sur le délai d'une année, un tiers d'année, bon, disons 15, 16, 18 mois de retard. Et cela a forcément également un impact sur la suite. Des réussites, des difficultés. En définitive, le PPP est-il un mythe ou une réalité? Mythe ou réalité? Tout dépend. Tout dépend. Si le PPP est conçu dans les règles de l'art en vue justement d'apporter des solutions liées justement à la mise en œuvre des infrastructures, s'il est construit, il est mis en œuvre pour pouvoir apporter des solutions aux besoins des usagers comme vous et moi, en termes d'accessibilité des services, disponibilité, ainsi de suite, fonctionnalité, s'il est mis en œuvre en tenant compte des différentes étapes que nous avons vues, depuis la phase des études jusqu'à la phase de réalisation, s'il est mis en œuvre en choisissant les meilleurs investisseurs, en tenant compte de la politique publique, en général, je pense qu'il peut être une réalité. Mais maintenant, s'il est mis en œuvre en se disant, bon, on veut faire du PPP, donc on prend Mme Yoda, et elle est journaliste, on va lui donner un hôpital à construire, ça peut poser un problème. À moins que Mme Yoda ait la capacité de fédérer autour d'elle toute l'expertise requise, toutes les personnes ressources requises pour pouvoir l'accompagner dans la mise en œuvre du projet. Sinon, on tombe là, je crois, dans un mythe. Donc tout est une question de mise en œuvre. Mise en œuvre, d'opportunité. En fait, vous avez un certain nombre de paramètres qu'il faudra d'abord apprécier avant de juger. Tout à fait. Alors, M. Dabiré, on va terminer avec votre livre. Il s'adresse à qui? Où et comment est-ce qu'on peut l'acquérir? Il s'adresse à qui? Oui. Vous êtes journaliste, mais je pense bien que le livre vous va intéresser. Donc, il s'adresse à vous et à vos collègues. Il s'adresse au monde universitaire. Il s'adresse aux États, aux banquiers. Je dirais donc que c'est un livre qui s'adresse à tout le monde, tous ceux qui sont intéressés par la chose publique, la question publique, qui sont intéressés par la problématique du financement, la problématique du développement des infrastructures en Afrique. Le livre il est disponible à la librairie Jeunesse d'Afrique et pratiquement dans toutes les principales librairies de la zone UEMOA.
On le trouve également chez l'éditeur EMS ou sur certains sites tels que Amazon. D'accord. Merci en tout cas, Monsieur Dabiré, pour cet éclairage sur le partenariat public-privé. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes auteur d'un livre sur le PPP qui est paru en avril 2019, le partenariat public-privé comme alternative au financement des infrastructures publiques performantes, mythe ou réalité. Donc, c'est cet ouvrage-là. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette émission. Merci à vous tous de votre attention. À très vite sur BFM.